Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Matinter. Dans cette vidéo, on va parler un peu du raisonnement logique. C'est notre deuxième vidéo sur la logique. Alors, il y a bien sûr des méthodes de raisonnement simples ou directes dans lesquelles on utilise directement des propriétés ou bien des méthodes de résolution des équations par exemple, ou bien des choses comme ça directes. Mais il y a des méthodes de raisonnement composées qu'on va voir dans cette vidéo. Par exemple, le raisonnement par contre-exemple, le raisonnement par l'absurde, par disjonction des cas, le raisonnement par contraposé, par équivalence et enfin le raisonnement par récurrence. Alors, pour le raisonnement par contre-exemple, ce type de raisonnement est utilisé essentiellement pour démontrer que ce type de fonction, de proposition est euh, fausse. C'est-à-dire la proposition qui a la forme, quel que soit x appartenant à un ensemble E, P de x. Pour démontrer que cette proposition est fausse, il suffit de trouver au moins un élément x dans E tel que P de x soit fausse. C'est tout. Alors on va donner un exemple. Ici, on veut démontrer que la proposition, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus infini, x inférieur strictement à x carré, est une proposition fausse. Alors, on va utiliser le raisonnement par contre-exemple. Il faut chercher euh, un contre-exemple. Bien, on va prendre x égale 1 demi. Alors, pour x égale à 1 demi, on a x carré égale à 1 quart, et bien sûr, 1 quart est inférieur strictement à 1 demi. C'est-à-dire que 1 demi au carré est inférieur strictement à 1 demi, ce qui prouve que 1 demi ne vérifie pas la proposition ou bien la propriété x inférieur à x carré. C'est donc un contre-exemple qui justifie que la proposition quel que soit x appartient à 0 plus infini, x inférieur strictement à x carré est fausse. C'est bon. Maintenant, on va voir un autre raisonnement, c'est le raisonnement par l'absurde. Alors, euh, pour ce raisonnement, on suppose, par exemple, on veut démontrer que la proposition P est vraie. Qu'est-ce qu'on fait? On va supposer le contraire, c'est-à-dire on va supposer le contraire de ce qu'on veut. Ici, on va supposer que P est fausse. Et on doit chercher une contradiction au cours du raisonnement. C'est ça le principe de raisonnement par l'absurde. Alors, on va voir un exemple. On veut démontrer ici que le nombre racine de 3 n'appartient pas à Q, c'est-à-dire que c'est un nombre euh, qui n'est pas rationnel. C'est pour cela d'ailleurs qu'on l'appelle irrationnel. Bien, alors, pour la démonstration, on a besoin d'un théorème qui dit que si P est un entier premier qui divise A puissance n avec A et n deux entiers naturels, alors P divise nécessairement A. Je reprends. Si P est premier et divise A puissance n, alors il divise A. Bien. Alors maintenant, on va commencer notre raisonnement. On va supposer le contraire de ce qu'on veut. On va supposer que racine 3 appartient à Q. Parce que ce qu'on veut ici, c'est que racine 3 n'appartient pas. C'est bon. Donc, on va chercher une contradiction. Bien. Il faut travailler, bien sûr, pour trouver ou découvrir la contradiction. Bien, racine 3 appartient à Q, c'est maintenant notre hypothèse. Donc on doit l'utiliser. Alors, ça veut dire qu'il existe deux entiers P et Q, premiers entre eux, tels que P sur Q égale racine 3. Parce que l'ensemble Q
contient les nombres de la forme P sur Q avec P et Q, deux entiers. Ici, bien sûr, positif parce que racine 3 est positif. De plus, je peux supposer que ces deux entiers déterminent une fraction irréductible. Ça veut dire que P et Q, je peux supposer que P et Q sont premiers entre eux. Parce que chaque fois qu'on a une fraction, on peut la simplifier, mais on arrive à la fin à une fraction qui ne peut pas se simplifier encore. C'est-à-dire ce qu'on appelle la fraction irréductible. C'est le cas où P et Q sont premiers entre eux. Donc voilà, on a supposé que P sur Q égale racine 3 avec P et Q premiers entre eux. Bien, alors si on a ça, on peut donc écrire que P carré égale 3 Q carré. Et là, on voit que P carré égale 3 fois un entier, ça veut dire que 3 divise P carré. Et d'après la propriété qu'on a citée ici, on peut dire, puisque 3 est premier, on peut dire 3 divise que 3 divise P carré, on peut dire, d'après le théorème, que 3 divise P. Voilà, donc, ça c'est un début. 3 divise P. 3 divise P, ça veut dire que P s'écrit sous la forme 3 fois un entier. Bon, un entier, donc je notais ici P'. D'où, si je remplace ici, je trouve que 9 P' carré égale 3 Q carré. Avec une simplification, je trouve Q carré égale 3 P' carré. Et là aussi, on peut dire que 3 divise Q carré. Et d'après le théorème précédent, puisque 3 est premier, on arrive à 3 divise Q. Alors, vous voyez que si on considère que la racine 3 appartient à Q, alors ça va donner deux choses. Premièrement, 3 divise P et deuxièmement, 3 divise Q. Ça veut dire que P et Q ont un diviseur entier commun différent de 1. Donc, P et Q ne sont pas premiers entre eux, ce qui contredit notre hypothèse ici. Donc, c'est ça la contradiction. Voilà. Puisqu'on a trouvé une contradiction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette supposition n'est pas à sa place. Autrement dit, elle est fausse. Donc, sa négation est vraie, c'est-à-dire racine 3 n'appartient pas à Q, est vrai. Et c'est ce qu'on veut démontrer ici. C'est terminé. Bien. Alors, on va voir maintenant un autre type de démonstration. C'est la démonstration par disjonction des cas. Euh, Disjonction, ça veut dire où. Alors, on utilise ce type de raisonnement lorsqu'on se trouve obligé de distinguer des cas pour pouvoir faire le raisonnement. Donc, je prends un exemple. On veut résoudre cette équation avec une valeur absolue. Alors, bien sûr, on ne peut pas résoudre cette équation sans calculer la valeur absolue. Donc, nous sommes obligés ici de distinguer deux cas. Le premier cas, si x est inférieur à 1. Et le deuxième cas, ça va être x supérieur ou égal à 1. Dans le premier cas, bien sûr, on a ici x moins 1 inférieur à 0, ce qui donne valeur absolue égale l'opposé du nombre qui se trouve à l'intérieur, moins x plus 1. En remplaçant dans l'équation, on trouve une équation simple, la voilà. Je réduis un peu le calcul et je trouve x égale 2 tiers. Bien sûr, il faut vérifier que la solution trouvée se trouve dans l'ensemble moins l'infini 1, parce que ici, on travaille dans le cas où x est inférieur à 1. Bien sûr, 2 tiers est inférieur à 1. Donc, on va accepter la solution qu'on a trouvée dans ce cas. On passe au deuxième cas. Si x est supérieur ou égal à 1, x moins 1 est plus grand que 0, ça veut dire que la valeur absolue c'est x moins 1. On remplace et on trouve comme solution 4 cinquièmes. Mais ici, le 4 cinquièmes n'est pas supérieur à 1, il est inférieur à 1. Donc, on ne peut pas l'accepter parce qu'il n'appartient pas à l'intervalle dans lequel nous travaillons, qui est 1 plus l'infini.
C'est bon. Donc, malgré qu'on a trouvé deux solutions, la première solution est acceptée et la deuxième non. Donc, l'ensemble solution, c'est le singleton, c'est-à-dire l'ensemble qui contient un seul élément, c'est le singleton 2 tiers, une seule solution. Très bien. Alors, on va voir maintenant le raisonnement par contraposé. Alors, on a déjà vu dans la première leçon ce qu'on appelle contraposé. La contraposée, c'est tout simplement une implication. euh, Par exemple, si on a P implique Q, sa contraposée, c'est non Q implique non P. Il faut inverser l'ordre des propositions en prenant les deux négations. Alors, on a déjà vu dans le cours de logique que la contraposée d'une implication est équivalente à cette implication. Donc ici, au lieu de, si on veut, dans un exercice, si on veut démontrer qu'une implication de la forme P implique Q est vraie, alors on peut, à la place, démontrer que non Q implique non P est vrai. Si on démontre ça, ça veut dire que celle-là est aussi vraie parce qu'on sait qu'ils sont équivalents. La raison pourquoi on peut se poser la question, pourquoi on fait ça? Parce qu'on voit maintenant, on voit que P implique Q, peut-être, on peut dire qu'il est plus simple que celle-là. Alors, il y a des exercices dans lesquels on peut remarquer, ou bien si on remarque dans un exercice, que les propositions, que les négations de P et de Q sont plus simples à manipuler que P et Q, alors il vaut mieux utiliser ça. D'accord? Donc, on va voir un exemple. Par exemple, ici, on veut démontrer cette implication. Ça, c'est P, implique Q. Alors, vous voyez dans les propositions P et Q, vous avez le signe différent. Voilà. Alors, c'est plus compliqué que égal. Il est plus simple de manipuler égal que de manipuler différent. C'est pour cela qu'on préfère utiliser la contraposée. Donc, au lieu de démontrer que cette implication est vraie directement, on va démontrer que sa contraposée est vraie. Sa contraposée, c'est ça. Et vous voyez que qu'on a obtenu des égales ici, égales là, c'est plus simple. Alors, une fois on a écrit la contraposée, maintenant on va continuer. Notre raisonnement sera un raisonnement normal. On va démontrer une implication en utilisant une méthode directe. Alors, on va supposer que cette proposition, c'est-à-dire la première, est vraie, et on va essayer par des calculs d'arriver ici pour prouver que la dernière est vraie. C'est bon. Donc, on a écrit ici, supposons que celle-là est vraie. C'est-à-dire x facteur de y carré plus y plus 1, etc., égale l'autre côté. Et il suffit de faire des calculs, c'est tout. Donc, ici, j'ai développé ça. Et j'ai déplacé tout ça de l'autre côté en développant et on trouve ceci. Xy carré moins plus xy, etc. On a simplifié et à la fin, ici, je peux factoriser par xy. Ici, je factorise par moins 1 et vous voyez qu'on peut encore factoriser par y moins x. Donc, ça y est, c'est fini. On a obtenu la deuxième proposition. Donc, la démonstration est terminée. On peut affirmer que, euh, que la contraposée est vraie. Donc, l'implication du départ est vraie. J'ai oublié ici le symbole implique. Voilà. C'est bon. Alors maintenant, on va voir un autre type de raisonnement. C'est le raisonnement par équivalence. Dans ce type de raisonnement, supposons qu'on veut démontrer qu'une proposition P est vraie, alors euh, ce type consiste à trouver plusieurs propositions euh, avec des équivalences successives.
P, je peux transformer P de telle manière de trouver une proposition Q1 qui est équivalente à P. Et après, je cherche une autre proposition Q2 qui est équivalente à Q1, etc. jusqu'à trouver une proposition équivalente aussi, mais une proposition simple et vraie. C'est-à-dire, je trouve une proposition euh, dont le jugement est simple et je peux affirmer à l'aide des propriétés simples qu'elle est vraie. Alors, si j'arrive à ça, je peux dire, puisque P est équivalent à Q1 et Q1 équivalent à Q2, etc., je peux dire directement que P est équivalente à la dernière proposition. Et puisque cette proposition, la dernière, est vraie, bien sûr, la proposition P est aussi vraie. C'est ça le principe de raisonnement par équivalence. On va voir un exemple. On veut démontrer que pour tout x appartenant à R et pour tout y appartenant à R plus, que 4x carré plus y est supérieur ou égal à ça. C'est bon. Alors, on va prendre un élément x dans R, un y dans R plus, et on va essayer de trouver des équivalences. Bon, c'est pas difficile. On fait le départ de ça. Il suffit de déplacer cet élément de l'autre côté, vers la gauche, et on va faire une transformation de forme. 4x carré, on peut remarquer que c'est 2x carré. Le y, il est là. Je peux l'écrire racine de y au carré. Et ce nombre, le voilà, c'est 2 fois 2x fois racine de y. Alors, on remarque rapidement que ceci a la forme d'une identité remarquable, a carré moins 2ab plus b carré, ce qui donne euh, tout ça au carré. Donc, le carré, on sait qu'il est positif, donc vous voyez que il n'y a pas de problème. On voit tout le monde sait que cette proposition est vraie. Et puisqu'il est équivalent à celle-là, c'est fini. La première proposition est aussi vraie. C'est bon. Alors maintenant, nous sommes arrivés au dernier type de raisonnement, c'est le raisonnement par récurrence. Alors bien sûr, ce type de raisonnement il est très spécial euh, et on l'utilise si on veut démontrer une proposition de cette forme. Quel que soit n appartenant à l'ensemble n, comme ça, P de n, si on veut démontrer une proposition de cette forme. C'est-à-dire, si on veut démontrer qu'une fonction propositionnelle dont la variable est un entier naturel, si on veut démontrer que cette fonction propositionnelle est vraie pour tout n, ou bien parfois pour tout n appartenant à l'ensemble n, ou bien pour tout n appartient à l'ensemble n étoiles. On peut commencer par 0 ou bien par 1. Bon, c'est la même chose. Alors, pour expliquer tout ça, on va essayer d'utiliser cette situation. Vous voyez ici qu'il y a des pièces. Je peux donner à cette pièce le numéro 0, si je veux, pièce numéro 0, pièce numéro 1, pièce numéro 2, pièce numéro 3, etc. Et une pièce quelconque, je peux donner le nom de la pièce numéro K ou bien N. Et la pièce qui se trouve devant, c'est la pièce numéro K plus 1. Alors, mon problème, c'est euh, de démontrer que à l'aide de quelques manipulations, je peux faire tomber toutes ces pièces. Alors, comment faire? Il y a deux choses. La première chose, il faut placer les pièces et il faut que la distance entre deux pièces est une distance bien choisie de telle manière que si une pièce tombe, par exemple celle-là, alors il va toucher la pièce suivante et la pièce suivante tombe aussi. Ça, c'est la première chose. Normalement, ça, c'est la deuxième condition.
La première condition, il faut que cette pièce tombe. Donc, voilà, si la première pièce tombe, et si à chaque fois une pièce tombe, la pièce qui se trouve juste devant tombe aussi, alors on peut dire que toutes ces pièces vont tomber à la fin. Très très bien. Alors on a schématisé ceci ici. On peut considérer que les pièces sont des dominos. Domino numéro un, bon, j'ai commencé ici par un, c'est la même chose. 2, 3, etc. Donc voilà, vous voyez, ce que j'ai déjà expliqué est bien clair ici. Initialisation qu'il faut vérifier, il faut être sûr que la première pièce tombe. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle initialisation. Hérédité, ça veut dire que si une pièce tombe, alors la pièce qui se trouve devant tombe aussi. Alors si on a ces deux choses, donc on peut affirmer que toutes ces pièces vont tomber à la fin. Alors, donc ce n'est qu'un schéma pour expliquer. Maintenant, on va donner le principe. Le principe, l'initialisation, d'après ce qu'on vient de dire, consiste à démontrer tout simplement que la proposition Pn est vraie pour le premier rang ou bien pour le premier élément. Ça peut être 0, ou bien 1, ou bien 2. Alors la proposition ici, on a déjà dit que Pn, ça veut dire la pièce numéro n tombe. Donc, l'initialisation, il faut être sûr que la proposition est vraie pour la première valeur. Hérédité, ici, on doit démontrer que si la proposition est vraie pour un certain n donné et fixé, alors la proposition doit être vraie pour l'entier suivant, c'est-à-dire que c'est n plus 1. À la fin, si on réussit à démontrer ces deux étapes, à faire ces deux étapes, alors on a le droit de conclure que la proposition, quel que soit n appartient à n, P de n est vraie, d'après le principe de récurrence. Voilà. Alors on va voir un exemple. On veut démontrer ici que pour tout n appartient à n, le nombre, celui-là, est divisible par 5. Donc la proposition CPN, c'est tout ça. Le nombre, celui-là, 4 puissance 3n moins 4, est divisible par 5. Alors on va faire une démonstration par récurrence, c'est-à-dire qu'il faut faire les deux étapes. Pour simplifier la démonstration, je vais donner un nom à ce nombre, je vais l'appeler AN. Donc, initialisation, je dois vérifier que le nombre A0 est divisible par 5. C'est pas difficile. Il suffit de le calculer. A0, il est égal à ça. 4 puissance 0 moins 4 puissance 0, c'est 1 moins 1, c'est 0. Et le 0 s'écrit 5 fois 0. Donc, A0 est bien divisible par 5. Donc, la proposition est vraie pour la première valeur de n et c'est terminé pour la première étape. Donc, on va passer à la deuxième, hérédité. On va tout simplement supposer que la proposition est vraie pour n. Ça veut dire que le nombre à n est divisible par 5. Donc, on va prendre ça comme une hypothèse qu'on peut utiliser. Et après, il faut démontrer que le nombre AN plus 1, a un 10 n plus 1, est lui aussi divisible par 5. Donc, il suffit de remplacer n par n plus 1 et faire des simplifications ou bien des manipulations de calcul de telle façon euh, de démontrer que ce nombre est aussi divisible par 5. Alors, vous voyez ici, 4 puissance 3n plus 1, je développe ça et j'obtiens ceci. 3n, donc 4 puissance 3n, fois 4 puissance 3, parce que ici, 3 fois 1. Donc, j'ai isolé cet élément. Ici, la même chose, je dois isoler le 4, 4 puissance. Ce nombre, c'est qui 4 puissance n fois 4, le voilà. Donc,
Vous voyez ici, maintenant, j'ai obtenu 4 puissance 3n, ici 4 puissance n, et je calcule ça, c'est 64. Et maintenant, vous voyez que le 4 puissance n, il est multiplié par 4, et ce nombre est multiplié par 64. Qu'est-ce que je fais? Je vais écrire ça sous la forme 60 plus 4 pour faire apparaître le même nombre 4 qui se trouve déjà ici pour pouvoir factoriser. Bien, j'ai factorisé par 4. Et ici, vous avez 60. Le 60, il est divisible par 5. C'est 5 fois 12. Et ce nombre, ce n'est que AN. Ça, c'est AN. Et je sais maintenant, je vais utiliser l'hypothèse. L'hypothèse ici, c'est-à-dire la supposition. AN est divisible par 5. AN égale 5K. C'est ce qu'on appelle cette hypothèse qu'on prend au départ, s'appelle l'hypothèse de récurrence. Donc, maintenant, il est temps de l'utiliser. Voilà, donc je peux remplacer ça par AN. Et je sais que AN égale à 5K, donc je remplace. Et vous voyez que j'ai trouvé ici un 5 et ici un 5, donc je factorise. Et à la fin, j'ai trouvé que AN plus 1 est égal à 5 fois un entier, tout ça, que je peux appeler K'. Donc, euh, on peut affirmer que AN plus 1 est divisible par 5 et c'est terminé. Donc, j'ai le droit de donner la conclusion. D'après le principe de récurrence, pour toute n appartient à n, ce nombre est divisible par 5 et c'est terminé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour une vidéo prochaine et au revoir.